Bonjour à tous, Aslema marhaba bikoum. Bienvenue à ce webinaire organisé par les clubs finance et entrepreneurs d'Atuche France. Je suis Mourad Mnif, je suis responsable du club finance à l'Atuche France. Je suis accompagné aujourd'hui de mon camarade ou de mon ami Nabil Algen, qui est responsable du club entrepreneur d'Atuche France. Et aujourd'hui, la session est consacrée à un thème qui concerne vraiment tous ceux qui résident en France. Et en ce moment, on est un peu occupé aussi avec les impôts. Donc, ce webinaire se veut comme un atelier d'aide à la déclaration des revenus, vraiment ouvert à tous. Donc, avant d'entrer au vif du sujet et de présenter aussi notre intervenante, Reifa Mil, je vais me permettre pour faire peut-être une petite aparté, prendre une minute pour vous parler des initiatives de la TUJ et des actions de solidarité qu'on a menées dans le contexte du Covid. Euh, alors, je vais peut-être partager mon écran. Alors, comme vous le savez, hein, peut-être, la TUJ a organisé plusieurs initiatives pour aider à la lutte contre le Covid en Tunisie. Tout d'abord, il y avait eu l'organisation d'une campagne de collecte de fonds pour les hôpitaux tunisiens et grâce à la générosité des donateurs, on a pu collecter plus de 100 000 euros dedans. Merci encore à tous ceux qui nous ont soutenus dans cette initiative. Cet argent-là, il a été distribué à plusieurs hôpitaux dans différentes régions de la Tunisie. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, euh, en plus, on a versé une partie de la cagnotte à la fondation de la Maison Tunisie pour aider les étudiants tunisiens à l'étranger qui ont été un peu aussi bousculés par cette pandémie où il y a eu pas mal de rapatriements. Donc, on a voulu aussi leur tendre la main et les accompagner dans cette période de difficulté. Enfin, on envisage aussi de mener des actions de solidarité à destination des familles nécessiteuses en Tunisie, et notamment Felaïd. On va distribuer des cadeaux, des repas aussi pour les enfants de familles nécessiteuses en collaboration avec la SEN. Donc voilà, en fait, il y a plusieurs, il y a plusieurs actions qui ont été menées. On souhaite vraiment continuer à solliciter votre générosité de nouveau. La cagnotte est toujours ouverte, donc n'hésitez pas, hein, pour ceux qui ont les moyens de le faire, de contribuer par quelques sommes. Ça nous ferait plaisir et ça aidera aussi hein, la Tunisie dans cette période. Voilà, donc la deuxième partie des initiatives de la TUJ consiste à organiser des webinaires thématiques comme celui que vous avez vu hier sur la consommation de la culture autrement, comme celui de mardi sur les assurances, ou de mercredi, pardon, de mercredi sur les assurances. Donc ces webinaires traitent des différents sujets pour aider aussi à la réflexion sur la lutte collective contre la pandémie. Voilà donc pour la petite présentation des initiatives de la TUJ. Bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous hein, de nouveau. Comme vous le savez, la campagne de déclaration des revenus 2020 pour l'année 2019 en France est actuellement en cours. Elle prendra fin au début du mois de juin. Pour les Parisiens, ça va être il me 11. semble que c'est le 8 juin ou le 11. Le 11 Le juin. 11 juin, voilà, le 11 juin, merci. Et plusieurs nouveautés apparaissent dans le formulaire de déclaration. C'est important d'en tenir compte afin d'éviter un piège ou un oubli. Plusieurs d'entre nous hein, qui font aussi la déclaration en ligne se contentent de vérifier les champs pré-remplis parfois et de cliquer sur le bouton suivant comme ça sans vraiment vérifier, sans passer beaucoup de temps à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce formulaire et cette déclaration. Et donc, on passe parfois à côté de certaines choses. Il y a certains détails qui passent à côté et donc il faudra parfois faire gaffe, faire un peu d'attention et vraiment ce webinaire se veut comme un atelier pour nous aider pour comprendre tout ce qui est demandé par le fisc hein, dans cette déclaration. Alors particulièrement, plusieurs personnes de notre réseau possèdent aussi des investissements en Tunisie. Argent sur des comptes bancaires, biens immobiliers, des investissements en actions sur la bourse, etc. Mais ils gèrent indépendamment la fiscalité et les déclarations d'impôts en France et en Tunisie.
Donc aussi, c'est l'occasion de clarifier aussi ce qu'il faut faire dans ce cadre-là. Donc, pour nous aider dans cette procédure, on est ravis, on a vraiment le plaisir d'inviter à ce webinaire Maître Haïfa Hamila, avocate au barreau de Paris. Marhaba bik, Haïfa. Alors, Haïfa intervient principalement en fiscalité personnelle et patrimoniale, fiscalité d'entreprise aussi, conseil contentieux et droit des sociétés. Haïfa est enseignante, elle enseigne les aspects fiscaux de la transmission patrimoniale à des étudiants de niveau Master 2 au sein de l'Institut supérieur de commerce de Paris. Et donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui avec l'aide de Haïfa, c'est peut-être de parcourir la déclaration d'impôt et de vérifier qu'est-ce qu'il faut faire d'un point de vue franco-français ou d'un point de vue aussi franco-tunisien. Haïfa abordera entre autres la convention fiscale entre la France et la Tunisie pour lever le doute sur les règles et vraiment avoir un message clair et précis pour tout le monde. Et donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de passer peut-être une demi-heure avec Haïfa qui nous expliquera en détail les champs sur lesquels il faudra s'attarder et les remplir convenablement. Et puis, je propose de passer peut-être la dernière demi-heure avec Nabil pour recueillir vos questions et répondre et offrir l'occasion à notre intervenante Haïfa d'y répondre. Voilà, alors juste avant de passer la parole à Haïfa, quelques points d'ordre technique. Pour ceux qui sont avec nous sur Zoom, vous pouvez interagir avec nous tout au long de la session en posant vos questions avec le bouton QR, donc QR ou Q&A pour ceux qui ont la version en anglais, qui s'affiche en bas de votre écran. Donc ce bouton-là vous permettra vraiment de poser les questions et puis n'hésitez pas aussi à voter sur des questions qui sont déjà posées, ça nous permettra de prioriser cela. Et pour ceux qui nous suivent en direct sur Facebook Live, ce webinaire est transmis en direct aussi sur la page d'Atush Club Finance et de Club Entrepreneur. Vous pouvez nous soumettre vos questions via les commentaires. Je tâcherai avec Nabil à les compiler et à les poser à la fin du webinaire. Donc voilà, sans plus tarder, je passe la parole maintenant à Haïfa pour nous faire la présentation et pour nous détailler les champs de la déclaration des revenus. À toi la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, ce petit live a vocation à vous aider pour l'établissement de votre déclaration des revenus 2019. On va un petit peu balayer les éléments essentiels, les éléments qui ont changé par rapport à la déclaration de l'année dernière. Vous êtes les obligations potentielles auxquelles sont soumises les contribuables qui ont des investissements de sources étrangères et notamment de sources tunisiennes. Alors, je vais les délais de déclaration parce que, comme vous le savez, en fonction du département de domiciliation, les dates pour valider sa déclaration de revenus n'est pas la même. Et il serait regrettable de rater le coche parce que l'administration fiscale, si vous déposez vos déclarations en retard, eh bien, elle va vous soumettre d'office à une majoration de 10% à laquelle vont s'ajouter les intérêts de retard d'un taux de 0,2%. Donc, pour la région parisienne, le dernier délai, c'est le 11 juin à minuit. On va reprendre les choses dans l'ordre. Pour la zone 1, à savoir le département 1 au département 19, parce que tout le monde n'habite pas Paris, la date limite, c'est le 4 juin minuit. Pour les personnes du département 20 au département 54, le délai, c'est le 8 juin à minuit. Et enfin, le département 55 au département 976, c'est le 11 juin. Il faut savoir que pour les non-résidents qui disposent de revenus de source française, le dernier délai pour déposer la déclaration, c'est le 4 juin à minuit également. Actuellement, tout le monde dispose d'un accès à Internet où l'Arbed elle renvoie sa déclaration de revenus par Internet. Il faut savoir qu'on a la possibilité d'envoyer par format papier. Néanmoins, c'est réservé aux personnes qui ne disposent pas d'un accès à Internet. Typiquement, l'Arbed Lekbar, Internet, où il faut savoir que si vous persistez à envoyer la déclaration en version papier, c'est une amende de 15 € par déclaration. Donc, il va rendre de quand la déclaration fait des salaires ou des revenus fonciers. Donc, ça fait deux déclarations, la 2042 et la 2044.
eh bien, potentiellement, ça fait une amende de 30 euros. Et ça peut vite chiffrer. Donc, ceux qui ont Internet, le plus simple, c'est de déclarer par Internet. Alors, premier grand principe, qui doit déclarer en France ses revenus? Alors, il faut savoir que quand on est résident fiscal de France, on est soumis à une imposition illimitée sur les revenus de source mondiale. Et l'Arabie Saoudite a des intérêts, elle a des dividendes, eh bien, elle pense à tort qu'elle ne doit pas déclarer ces revenus-là en France. Donc, quand on est résident fiscal de France, on est soumis à une obligation fiscale illimitée. Quand on est non résident fiscal de France, mais qu'on dispose de revenus de source française, typiquement, où j'ai des appartements qui sont mis en location en France, eh bien, je dois également les soumettre à l'impôt en France. Et donc, c'est une déclaration spécifique pour les non-résidents. Et le taux de l'impôt est également spécifique. On n'est pas sur un barème progressif comme on connaît actuellement. C'est une imposition à 20% et qui passe à 30% au-delà d'un certain seuil. Donc ça, c'est la première chose. Autre chose, on a tendance à croire, à tort, qu'on est résident fiscal de France si on passe plus de 183 jours en France. Cette règle des 183 jours, c'est un peu un mythe. Il faut savoir que la notion de résidence fiscale en France, elle est strictement encadrée par la loi. C'est l'article 4B, pour ceux que ça intéresse, du Code général des impôts. Et en fait, c'est des critères qui sont alternatifs. Donc, il suffit d'avoir son foyer en France. Par exemple, le lieu où on habite avec sa famille habituellement. Il suffit d'exercer son activité professionnelle. Ou bien même d'y avoir le centre de ses intérêts économiques pour que l'administration fiscale française considère que la résidence fiscale, elle est en France. Et la question de la résidence fiscale, elle est très importante. Et là, je vous ai cité un petit peu les critères de manière générale, mais pour des situations spécifiques. On a des résidents qui ont leur famille en Tunisie, mais qui, eux, travaillent en France, qui font des allers-retours. Cette question-là, elle est primordiale pour la détermination de la résidence ou pas, parce que comme l'imposition n'est pas du tout la même en fonction qu'on soit résident ou pas. Donc ça, c'était pour les bases, les grandes bases. Alors, vous avez dû remarquer, surtout pour les salariés notamment, que elle est ponctionnée de ce qu'on appelle le prélèvement à la source. Donc en fait, en 2019, on a eu un changement de législation finalement et l'impôt ne se paye plus avec un an de décalage. Et donc pour mettre fin à ce décalage, l'imposition est prélevée directement à la source. Et donc, il y a certaines personnes qui pensent à tort que comme on leur a prélevé à la source tous les mois finalement un certain montant, ah ben j'ai déjà payé mes impôts, c'est pas la peine que je déclare. C'est faux. Pour deux raisons principales. La première, c'est que l'employeur, certes, a pu ponctionner une partie de l'impôt parce que l'administration fiscale lui a transmis votre taux, mais vous pouvez entre-temps avoir reçu d'autres revenus qui n'étaient pas prévus. Vous pouvez, par exemple, avoir payé des dons, fait des différents éléments, il y a différents éléments qui viennent finalement modifier un petit peu le taux d'imposition global et on a besoin de l'ajuster. L'administration fiscale, en N+1, quand on va déclarer, donc typiquement cette année, les revenus 2019, on va avoir un ajustement. Donc, on peut avoir été trop prélevé, par exemple, parce que j'ai fait différents investissements défiscalisants. Et typiquement, l'administration fiscale, elle viendra me restituer une somme d'argent. Et aussi, c'est important de déclarer pour pouvoir actualiser le taux, tout simplement, de prélèvement. Donc, il faut impérativement déclarer ses revenus et le fait d'être prélevé à la source, eh bien, en fait, ça n'exonère en rien les contribuables de cette formalité. Alors, on va commencer par la déclaration 2042. Donc, c'est la déclaration de base. Si on peut faire un partage d'écran sur la déclaration 2042. Je vais partager mon écran. Ouais. Donc, typiquement, donc là, bon, on a l'état civil, on déclare de manière classique. On n'oublie pas de déclarer son changement d'adresse. C'est important pour typiquement les mauvais payeurs et pour les sources de contentieux. Parce que si l'administration fiscale a la mauvaise adresse et que vous n'avez pas déclaré votre bonne adresse, on ne reçoit pas les courriers et après, c'est difficile de se défendre. Alors, donc là, on met la situation du foyer fiscal. On précise si on s'est marié ou pas, parce que potentiellement, si on s'est marié, on a la possibilité de faire une déclaration commune ou bien on peut toujours déclarer de manière séparée. S'il y a un divorce également, au choix, c'est soit une imposition séparée des deux conjoints ou bien une imposition commune.
Il faut se mettre d'accord parce que potentiellement, un des deux conjoints peut cocher par défaut imposition séparée. Et donc là, c'est difficile pour le second qui souhaitait une imposition commune de rectifier le tir. Autre chose, si on est en cas de décès, il y a 2 déclarations qui sont à établir pour l'année. Il y en a une pour la première période du 1er janvier jusqu'à la date de décès qui est commune. Et on a la seconde de la date de décès jusqu'au 31 décembre 2019 qui est une séparation en tant que veuf, enfin qui est une déclaration en tant que veuf. Donc il faut proratiser les revenus dans le cas d'un décès. On descend plus bas. Donc on met les enfants qui sont les enfants mineurs qui sont à charge. Donc de facto, ils vous octroient une demi-part fiscale supplémentaire. Il faut savoir qu'au-delà de 3 enfants, eh bien, chaque enfant supplémentaire, c'est une part fiscale. Donc, c'est plutôt cool. Et on a la possibilité de rattacher les enfants majeurs. Alors, pour les enfants majeurs, donc, dès qu'on dépasse les 18 ans, on est un foyer fiscal indépendant, mais on demande le rattachement à ses parents. Alors, si on a plus de 21 ans, de 18 à 21 ans, on a toujours la possibilité de demander le rattachement. Et sinon, de 21 à 25 ans, on peut demander à être rattaché, mais il faut impérativement poursuivre sa scolarité. Si on travaille, on ne peut pas demander le rattachement au foyer fiscal des parents. Donc la question du rattachement ou pas, c'est une question... en fait, il faut faire des simulations pour voir s'il est plus intéressant de rattacher votre enfant ou pas, sachant qu'une demi-part supplémentaire peut au maximum vous octroyer une réduction, une économie d'impôt de 1 560 € de mémoire. On descend plus bas. Est-ce qu'on peut réduire un petit peu l'écran dézoomer, si c'est possible? Merci, Aishk. Donc, on a les traitements en salaire, case 1 AJ, c'est assez classique. Généralement, c'est l'employeur qui a déjà transmis à l'administration fiscale les montants. Donc, tout Maroc a juste vous vérifier, parce que l'administration peut se tromper, et ça arrive assez fréquemment. Donc, on vérifie bien que le revenu net fiscal déclaré correspond bien à celui que vous allez retrouver dans votre fiche de paye. Donc, dans une fiche de paye comme la dernière, celle du mois de décembre, on regarde le net fiscal cumulé et on reporte ce montant-là. Donc, ça, c'est le cas classique des personnes qui sont salariées. Après, on a les gérants majoritaires. Si on a une personne qui est gérant majoritaire de sa SARL, tous les chefs d'entreprise, eux, c'est une rémunération en 1 GB. Et là, c'est le comptable qui se charge de calculer tout ça parce que les éléments de rémunération, on a les cotisations sociales et d'autres choses qui viennent potentiellement être prises en compte pour le calcul de la détermination de la rémunération. Donc pareil, après le déclarant 2, en case 1 BJ, lui aussi il déclare en fonction de la catégorie de revenus. Si les personnes elles sont retraitées, en case 1 AS. Généralement, pour les salaires, enfin du moins les rémunérations qui sont transmises directement par des organismes à l'administration fiscale, il n'y a pas de réelle difficulté, elles sont déjà inscrites dans la bonne case. Donc là, on n'a pas de problème. Si on descend un peu plus bas. Ah oui, pardon. Donc, de facto, pour les rémunérations en salaire, vous verrez qu'il y a un abattement de 10% automatique qui est calculé par l'administration fiscale. Cet abattement-là, on a la possibilité de dire « Ah non, moi, mes frais, ils sont largement supérieurs à 10% et on opte pour une imposition, on déclare les frais selon leur méthode réelle. » Alors, les frais réels, c'est la case 1 AK. Il faut savoir qu'il faut être en mesure de justifier ça. On ne se dit pas à la tête, je considère que je fais 80 km aller-retour, ça me coûte, je sais pas, 3 000 € d'essence. Non, il y a un barème kilométrique et c'est très strictement encadré. Donc, les personnes qui souhaitent déclarer les frais réels, on ne fait pas n'importe quoi. L'administration fiscale est en mesure de vous demander la justification et la méthodologie de calcul. Donc, on descend plus bas. Donc, voilà. Tout ça, c'était pour les traitements et salaires. Donc là, c'est les revenus de capitaux mobiliers. Alors ici, on va retrouver typiquement les personnes qui ont des comptes titres, des livrets fiscalisés. Eh bien, la banque, elle va transmettre à l'administration fiscale directement les montants que vous avez perçus. Les rachats de contrats d'assurance vie également. Tout ce qui est revenus de capitaux mobiliers, dividendes, intérêts, rachats de contrats d'assurance vie, etc., etc. Donc là, l'administration fiscale, elle a connaissance, normalement, si c'est bien fait, des sommes que vous devez reporter ici. Elles sont déjà pré-remplies. Mais, et l'administration se trompe souvent, il y a souvent des erreurs. Donc vérifiez, vous prenez les différents IFU bancaires, c'est le document récapitulatif de la banque, et vous vérifiez bien que ce total correspond bien finalement à la réalité perçue.
Alors, il faut savoir que pour les revenus de capitaux mobiliers, on a deux méthodes d'imposition. On a une imposition selon le barème de l'impôt sur le revenu et on a également le choix pour l'option au prélèvement forfaitaire unique. Le prélèvement forfaitaire unique, c'est une imposition globale au taux de 30%. 30%, donc on a 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% pour les prélèvements sociaux. Donc typiquement, c'est intéressant d'opter pour le prélèvement forfaitaire unique, les 30%, si on a des rémunérations qui sont très hautes. Si on a un revenu de 200 000 € et qu'on est dans la tranche à 45%, évidemment, c'est plus intéressant d'imposer ces dividendes à 30% que de les resoumettre à 45%, auxquels devront s'ajouter en plus les prélèvements sociaux. Donc ça, c'était pour les revenus de capitaux mobiliers. Donc de manière générale, vous voyez ici, on a la case 3VG. Ah voilà. Donc pour les personnes qui souhaitent opter pour l'imposition au barème et non pas selon le prélèvement forfaitaire unique, elle doit cocher la case 2OP. Donc moi, si j'ai reçu des dividendes, j'ai reçu 100 000 € de dividendes. Supposons, on va faire un comparatif fiscal assez simple. 100 000 € de dividendes, soit je décide de l'imposition au prélèvement forfaitaire unique, donc j'ai 30 000 € d'impôt, impôt plus prélèvements sociaux inclus, soit je décide d'une imposition au barème de l'impôt. Donc les dividendes, avant de les soumettre à l'impôt sur le revenu, ils bénéficient d'un abattement de 40%. Donc ça veut dire que j'ai que 60 000 € qui vont être soumis à l'impôt. Et ensuite, donc on va dire que j'ai des très hautes rémunérations, on va dire que je suis à 45%, le Bessarli à Bacha. Donc j'ai 60 000 € fois 45%. Donc déjà, j'ai 27 000 € d'impôt sur le revenu. Et en plus de ça, je dois rajouter 17,2% de prélèvements sociaux, mais qui, eux, se calculent sur 100 000 € et non pas sur l'abattement. Donc dans ce cas de figure, même pas la peine de faire mes additions, l'imposition au prélèvement forfaitaire unique, elle est évidemment plus intéressante. Donc ça, c'est... Ah oui, chose très importante, il faut savoir que si vous optez pour l'une ou l'autre, c'est une option globale. On ne peut pas dire ah oui, mes dividendes, je veux qu'ils soient à 30% et mes intérêts, je veux qu'ils soient au barème. C'est une option globale qui s'appliquera pour tous les revenus de capitaux mobiliers. Alors, le petit 3, donc là, c'est tout ce qui est cession de titres. Potentiellement, vous pouvez avoir un compte titre. La banque peut vous envoyer des informations, c'est relativement simple à remplir, mais des fois, on peut avoir cédé les titres de sa société. Alors, quand on a cédé les titres de sa société, donc c'est nous-mêmes qui calculons la plus-value, il faut remplir la déclaration 2074 et reporter le montant ici. Donc là, je vous chauffe la déclaration 2074. Non. Non. C'est celle-là. Donc la déclaration 2074, ça fait beaucoup de déclarations, mais bon. Donc c'est pour toutes les plus-values qu'on a réalisées en 2019. Alors vous voyez qu'on a plusieurs 2074 annexes. Moi, je vais vous traiter du cas le plus simple. J'ai cédé les titres de ma SARL, voilà, tout va bien. Alors, on va descendre un peu plus bas. Un peu plus bas. Voilà, typiquement. Plus ou moins-value déterminée par vous-même. Donc, j'ai cédé la SARL Haïfa. C'est mes titres A. On met la date de cession. Donc, logiquement, la cession est intervenue en 2019. On met, bon là après c'est relativement simple, on met le nombre de titres cédés, le prix unitaire, et puis après on a en fonction soit une plus-value ou soit une moins-value. Il faut savoir que pour les plus-values de cession de valeur mobilière, eh bien, on a des abattements pour durée de détention qui viennent s'appliquer. Donc si vous détenez vos titres depuis donc entre 2 et 8 ans, vous avez un abattement de 50% de vos titres sur la plus-value. Si vous détenez vos titres depuis plus de 8 ans, on a un abattement de 65%. Ça, c'est le cas général. Mais il faut savoir qu'en fonction des situations, on peut avoir des abattements qui sont majorés. Et ça peut atteindre jusqu'à 85%. Alors, je ne veux pas les traiter ici parce que c'est des cas particuliers et c'est un peu au cas par cas. Mais ce qui est important, et il faut toujours le garder à l'esprit, comme tout ce qui est revenu de capitaux mobiliers, on a la possibilité de choisir pour l'option au barème ou l'option à 30%. Si on choisit l'option au barème, donc là, j'utilise mes abattements pour durée de détention
et je soumets la plus-value au barème de l'impôt. Si j'opte pour une imposition forfaitaire, je n'ai pas la possibilité d'imputer mes abattements pour durée de détention. On ne peut pas le faire. Donc ça, c'est une appréciation à faire. C'est important de le faire même, pour savoir quelle est l'option la plus intéressante et de ne pas être pénalisé fiscalement. Parce qu'on peut ne pas savoir, et si ça se trouve, une imposition au barème peut être tout à fait plus judicieuse et permet aux contribuables d'économiser de l'impôt. Donc si on peut retourner sur la 2042. Alors, donc là, on a les revenus fonciers. Les revenus fonciers, donc en fait, la 2042, c'est un récapitulatif, on va dire, de toutes vos déclarations. Donc là, pour la case revenus fonciers, il faut savoir que pour les revenus fonciers, on a deux régimes fiscaux qui cohabitent. L'allocation, donc les revenus fonciers, c'est tout ce qui est relatif à la location nue. La location meublée, c'est une autre catégorie fiscale. C'est ce qu'on appelle les bénéfices industriels et commerciaux, c'est les BIC. Et la location meublée, on la retrouve dans la déclaration 2042 CPRO. Donc ça, c'est autre chose. Donc là, on est sur une location nue. On a deux régimes qui cohabitent. On a le régime micro-BIC et le régime réel. Si on opte pour le régime micro-BIC, on n'a qu'à remplir la case 4BE. Il n'y a rien à faire, quoi. 4BE. Si donc le régime micro-BIC, c'est exclusivement pour les personnes qui perçoivent des revenus fonciers, mais pour un montant inférieur à 15 000 euros. Si on a 20 000 euros de revenus fonciers, on ne peut pas bénéficier du micro-foncier. Le micro-foncier, il est intéressant parce que, typiquement, il nous permet de bénéficier d'un abattement forfaitaire de 30%. Donc, si j'ai 15 000 euros de revenus, eh bien, l'administration fiscale va calculer forfaitairement le montant des charges foncières à 4 500 euros, à 30%. Évidemment, le microfoncier, il n'est pas intéressant si... Attendez. 4 500 euros. Le microfoncier, il n'est pas intéressant si on sait qu'on va faire des travaux dans le bien immobilier et qu'on peut avoir un déficit même et qu'on a des travaux pour 20 000 euros. C'est sûr que ce n'est pas intéressant de choisir l'option pour microfoncier. Donc là, c'est une appréciation à faire. Mais une fois de plus, parce qu'il y a toujours des mais et que ce n'est jamais facile, si on opte pour le microfoncier, tout va bien. Et si cette année, je me dis « Ah, j'ai fait plein de travaux, je voudrais opter pour le régime réel », il n'y a aucun problème. Néanmoins, il faudra conserver cette option pendant 3 ans. On ne peut pas changer d'une année à l'autre. Donc, rien n'est simple en France, en tout cas. C'est très complexe. Enfin, non, ce n'est pas très complexe, mais du moins, il faut être aguerri. Et on peut avoir des personnes qui, malheureusement, elles pensaient avoir la possibilité de l'année où je fais des travaux, un régime réel, l'année où je ne fais pas de travaux, un régime microfoncier. Non, on ne fait pas ce qu'on veut, il y a des règles. Donc ça, c'est pour le régime microfoncier. On ira plus tard sur la déclaration 2044 pour les revenus fonciers, et c'est celle-ci, c'est cette déclaration qui pose problème pour cette année où il y a de nombreux pièges. Donc là, la 2042, on a les charges déductibles. Hein. Potentiellement, si vous versez... C'est intéressant, tiens. Alors, on a les pensions alimentaires qui sont versées aux enfants majeurs. Alors, un instant, que j'ai les montants. Voilà. Alors, les pensions alimentaires qui sont versées aux enfants majeurs. Si vous avez un enfant majeur qui est détaché du foyer, c'est important, il faut qu'il soit détaché. Vous avez la possibilité de lui faire des versements d'argent pour l'aider. Et finalement, les sommes que vous allez verser à votre enfant majeur, elles peuvent venir dans cette case-là pour diminuer le revenu fiscal que l'on va soumettre au barème de l'impôt sur le revenu. Il faut savoir que le montant maximum déductible, cette année, il est de 5 947 euros. Donc, il faut le porter en case 6EL. Donc, en case 6EL, mon premier enfant, je lui ai versé 5 000 euros, je mets 5 000 euros. Le second, je lui ai versé 10 000 euros. Il faut savoir que ce n'est pas les 10 000 euros qui vont venir, qui sont déductibles. Hein. C'est plafonné à 5 947 euros. Donc ça, c'était pour les pensions versées aux enfants. Il y a une question qui est assez récurrente, c'est l'aide qui est versée aux parents en Tunisie notamment. Un versement, alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de réelle règle pour le seuil. La question récurrente, c'est surtout le montant que je peux déduire au maximum.
Alors, on a 3 conditions essentielles pour la déductibilité des sommes qui sont versées à un parent, à un ascendant. La première, c'est établir la preuve, la réalité du versement. Ouais, du coup, j'ai tiré des espèces ou un tétromblom, ça ne fonctionne pas. L'administration fiscale, elle n'a aucune traçabilité et il faut être en mesure de justifier en cas de contrôle. Parce qu'on peut le faire dans l'absolu. Le jour où l'administration fiscale vous dit « Ah, bah, justifiez-moi des 5 000 € que vous avez déduits », comment on fait? Là, c'est compliqué. La seconde condition, c'est de justifier de l'état de nécessité du parent. Il faut qu'il soit réellement dans le besoin. Typiquement, c'est la jurisprudence qui vient un petit peu donner les règles en France. Mathalan, des parents qui perçoivent des minimums sociaux qui perçoivent moins d'un SMIC, l'état de nécessité, évidemment qu'il est justifié. Mais un parent qui reçoit les Bessarali, ou 1000 € juste pour venir diminuer sa base taxable, et ça ne fonctionne pas. Et la troisième condition, c'est que le versement s'effectue à proportion des moyens. Il est évident qu'une personne qui perçoit un SMIC ne peut pas justifier d'un versement de 500 € par mois. Il faut que ce soit justifié et que ça ne vous mette pas vous-même dans l'embarras. Alors, il faut savoir que si on verse, typiquement, si mes parents habitent en France et que je souhaite les aider, ce qui est déductible pour moi est imposable pour eux. Alors, généralement, si c'est des personnes qui sont dans un grand besoin, même si on déclare les pensions qu'elles vont recevoir, elles ne seront pas imposables dessus. C'est du bon sens. Les parents tunisiens, je ne pense pas qu'ils déclarent les pensions reçues de leurs enfants français. Et je ne pense pas que l'administration fiscale tunisienne soit très regardante sur la question. Mais je vous ai exposé la règle de base. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc ça, c'était pour les aides versées aux parents ascendants. Et donc, si on descend un peu plus bas, voilà. Donc ça, la case 8, c'est la grande nouveauté de cette année. En fait, on va retrouver toutes les sommes prélevées à la source. Donc, en 8 HV, vous allez retrouver le total qui a été prélevé à la source par votre employeur. 8 HW, kiff. Les acomptes, par exemple, on a des revenus fonciers, il faut spontanément verser des acomptes. Sur l'impôt sur le revenu et sur les prélèvements sociaux, c'est 8 HX. Et donc, on vérifie bien que les montants qui sont déjà pré-renseignés sont les bons, en fait, tout simplement. Comme ça, il n'y a pas d'erreur qui est effectuée. Ah oui, pour les personnes qui... alors, on a la 8, vous avez dû remarquer que la case 8 EA était déjà remplie. En fait, l'administration fiscale, elle vous verse en décembre, je crois, de mémoire, de manière anticipée, 60% de ce que vous avez déjà versé l'année dernière. Si vous avez déjà fait des dons, par exemple, vous avez fait 500 € de dons éligibles à une réduction d'impôt de 75%. Donc 500 € fois 75%, ça fait 375. Et bien l'administration fiscale, par anticipation, elle va vous donner 60%. Et donc, comme c'est une avance, ça viendra s'ajouter à votre impôt cette année. Surtout pour les personnes qui ne procéderont pas à des versements de dons cette année. Si on peut descendre plus bas, je crois que c'est fini. Ouais, voilà. On a terminé la 2042. Alors, la seconde déclaration, les professions non salariées. Alors, juste un instant. Très bien. Donc ici, la déclaration 2042 CPRO, c'est typiquement pour les personnes qui ne reçoivent pas des salaires strictement sensu, mais qui relèvent soit des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux, soit des BNC, des bénéfices non commerciaux, donc c'est pour les professions libérales, ou alors des BA, c'est le bénéfice agricole. Je ne pense pas qu'on ait fallu Hamana, mais comme tout est sur la 2042 CPRO. Donc, on peut descendre un petit peu. Alors, bon, là, c'est les auto-entrepreneurs. Je crois qu'il y a un versement libératoire qui est effectué pour les auto-entrepreneurs. C'est ici qu'ils doivent reporter les différents montants. On peut descendre plus bas. Alors, typiquement, que ce soit pour les BIC, les BNC ou les BA, on a deux régimes qui vont cohabiter. On a le régime dit du micro et le régime dit du réel. Le régime micro, ça nous permet d'avoir un abattement forfaitaire, et le régime réel, eh bien, c'est votre comptable qui vient vous dire, voilà, le montant à reporter sur votre déclaration de revenus.
Typiquement, bon, les régimes agricoles, le régime micro-BIC. Je fais de la vente de marchandises, voilà. C'est cliché. Donc, je fais 100 000 € de chiffre d'affaires. Eh bien, comme je suis en régime micro-BIC, j'ai la possibilité d'avoir un abattement de 71%. Ça veut dire que mon impôt, il ne va pas être calculé sur 100 000, mais sur 100 moins 71%. Il faut savoir que pour bénéficier du micro, on a des seuils à ne pas dépasser. Pour le BIC, c'est 170 000 €. Et après, on a la possibilité toujours de bénéficier du régime réel. Donc, généralement, les personnes qui sont au régime réel, elles ont un comptable. Parce qu'on ne va pas tout seul commencer à faire de la bidouille comptable. Ce n'est absolument pas conseillé. Et surtout, vous voyez, on a OGA, viseur, 100, un peu plus à droite, tout au-dessus de la 5. Voilà. À chaque fois, on a OGA, 100. Alors ça, c'est pour les personnes qui ont souscrit à un centre de gestion agréé. Si vous n'avez pas souscrit à un centre de gestion agréé, et là, votre comptable a failli à son devoir de conseil, j'ai envie de dire, eh bien, votre résultat fiscal en BIC, il va être majoré de 25%. Donc, c'est impératif de souscrire à une AGA pour éviter la majoration de 25% de ses revenus. On descend plus bas. Donc, ça, c'était pour les BIC. Alors là, on a les locations meublées. Non, c'est autre que les locations meublées. Là, ça marche, mais si on peut remonter un petit peu. Autre que les locations meublées, je pense. Ok. Juste que, comme les revenus fonciers, c'est pour la location nue. La location meublée, elle doit être déclarée en BIC. On a une case location meublée non professionnelle. Je crois que c'est en 5 ND. Alors, c'est impératif de déclarer vos revenus Airbnb, parce que maintenant, c'est fini, l'administration fiscale à connaissance des revenus. Donc, potentiellement, si vous tentez de gruger et de ne pas les déclarer, l'administration le sait. Et vous allez recevoir une belle proposition de rectification pour vous demander de régulariser la situation, sachant que le délai de reprise de l'administration, donc la prescription, c'est les 3 années, les 3 dernières années plus l'année en cours. Ça, c'est le cas de base. On peut avoir une prescription sur 10 ans, mais ce n'est pas l'objet, c'est pas trop ça. Ah voilà, parfait. Donc, location meublée. Il a loué sa résidence principale, il est parti en vacances, eh bien, il doit déclarer les revenus ici. Et donc, je conseille de déclarer en régime micro parce qu'en location meublée, ça permet d'avoir un abattement de 50%. Donc, tout ça, c'était pour la 2042 C-Pro. Donc, après, plus bas, on a la même chose pour les bénéfices non commerciaux et c'est toujours la même logique. On a le régime micro, le régime réel. Le régime micro BNC, il permet de bénéficier d'un abattement de 34% et non pas 71%. Et pareil, on a la distinction avec ou sans centre de gestion agréé et voilà. Donc, on peut passer. Je pense que là, on a fait le tour pour cette déclaration. Les revenus fonciers. Alors, l'année dernière, vous avez dû remarquer, pour la grande majorité, que vous n'avez pas payé d'impôts. Alors, ce n'était pas un cadeau de l'administration, je vous rassure, c'était surtout pour éviter qu'il y ait une double charge, à savoir le prélèvement à la source 2019 et en plus le paiement des impôts 2018. Donc, dans sa grande bonté, l'administration fiscale a décidé de mettre en place un CIMR, un crédit d'impôt, qui vient un petit peu, crédit d'impôt modernisation du recouvrement, qui vient effacer vos revenus. Mais ce n'est valable uniquement que pour vos revenus qui sont non exceptionnels. Typiquement, les personnes qui ont reçu des primes, c'est un revenu exceptionnel et elles ont été imposées dessus. Et bien, pour les revenus fonciers, c'était la même chose. Et l'administration fiscale, pour éviter que certaines personnes ne décalent les travaux qu'elles doivent réaliser, parce que typiquement, moi, je me dis en 2018, ah bah super, je ne vais pas payer d'impôts sur mes revenus fonciers. Je devais changer les fenêtres de l'appartement mis en location. Bah, je ne veux pas les changer cette année, puisque de toute façon, je ne vais pas payer d'impôts. En 2019, je veux m'occuper de faire cette dépense, et comme ça, je pourrais avoir un réel impact fiscal. Évidemment, ils sont plus malins que nous. Et donc, les règles particulières pour les revenus fonciers de cette année sont les suivantes. Alors, juste un truc. Le formulaire 2044, vous voyez qu'on a vos parts de sociétés immobilières. Donc ici, vous devez reporter les locations immobilières que vous percevez de vos SCI soumises à l'impôt sur le revenu. Donc, voilà, SCI, Haïfa, immeuble 1, voici les revenus que ça génère. Et également les SCPI. Ça, c'est particulier. Et maintenant,
là, c'est les revenus fonciers tels qu'on les entend de manière classique, à savoir les immeubles qu'on met en location nue. Il y a une autre déclaration, la 2044 SP, mais ça, c'est encore quelque chose d'autre et on ne va pas en parler là. Donc, typiquement, en fait, vous remplissez votre déclaration de manière classique, mais la grande nouveauté, elle réside dans le traitement des travaux qui ont été effectués. En fait, si cette année, vous avez réalisé 1 000 € de travaux, eh bien, on ne va pas retenir 1 000 € de travaux. Il n'y aura que 50% de la somme qui va être retenue. C'est ce qu'on appelle la règle de la moyenne. Donc, en fait, l'administration fiscale, elle va faire la moyenne entre les travaux que vous avez déclarés l'année dernière et les travaux que vous allez réaliser cette année. Et donc, on ne va retenir que la moyenne de ces deux dépenses. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, si l'année dernière, vous avez fait des travaux qui sont urgents, ils ne rentrent pas dans la règle de la moyenne. C'est exclu. Donc, c'est très pénalisant pour le contribuable. Mais si au contraire, cette année, vous réalisez des travaux qui sont urgents, cette fois-ci, on peut admettre la déduction à 100% de la dépense. On a un récapitulatif un peu plus bas pour la détermination de la règle de la moyenne. Il faut savoir que ça se fait de manière assez instinctive sur Internet. Voilà, c'est ça. Typiquement, mon immeuble 1, en 2018, j'ai fait 1 000 € de travaux. Travaux d'urgence. Les travaux d'urgence, c'est un dégât des eaux, par exemple. C'est une vraie urgence. Et j'ai effectué 500 € de peinture. Donc, c'est un travaux non urgents. Et en 2019, je n'ai pas fait de travaux d'urgence et j'ai fait 1 000 € de travaux classiques. Donc, si vous avez bien retenu la leçon, on va faire la moyenne entre les travaux, la ligne K et la ligne L. Et c'est ce montant-là qu'on pourra reporter pour les travaux déductibles. Ça, c'est la première chose. La seconde subtilité de cette année, elle est relative aux charges de copropriété. Alors, si on peut monter un peu plus haut, encore un petit peu, encore, hop, stop. Là, je pars voiture. Super. Alors, donc les différentes charges que vous avez payées, les appels de fonds, typiquement. Donc, dans les appels de fonds, il faut savoir qu'on ne pourra déduire cette année que ceux qui sont relatifs à 2019. Si vous avez payé ceux de 2018 en 2019, vous ne pourrez pas les déduire. C'est une particularité de cette année. Il faut savoir que dans les appels de charges, on a une quote-part pour les charges courantes et puis on peut avoir une quote-part pour les travaux. Eh bien, cette quote-part de travaux, elle est déductible à 100% cette année, mais attention, l'année prochaine, vous devrez reporter 50% de cette quote-part. Et de la même manière, on regarde les charges de copropriété de l'année dernière, les provisions payées, et si on avait une quote-part de travaux, on réintègre 50% cette année. Donc, c'est vraiment, faut être très ordonné pour pas s'y perdre un petit peu dans les revenus fonciers et se priver potentiellement de 50% de la dépense de l'an dernier. Voilà. Donc ça, c'était pour la 2044. Alors, d'une manière générale, faut savoir que si vous réalisez tellement de travaux, vous avez beaucoup de charges, eh bien, potentiellement, vous allez générer un déficit et ce déficit, il est reportable sur votre revenu global à hauteur de 10 700 €. Et après, le reliquat, eh bien, il est imputable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Donc ça, c'était la règle classique. Je ne sais pas, il est quelle heure? Peut-être que je pense que j'ai dépassé pas mal mon temps de parole. Je sais pas trop. Non, il n'y a pas de souci, hein, Raif. Je pense qu'on est toujours à l'écoute, hein. Il y a pas mal de questions qui nous viennent aussi de l'audience. Donc, on aura le temps après de les poser, mais on va pouvoir aussi parcourir les autres formulaires. Très bien. Alors, quels sont les autres formulaires que l'on avait présélectionnés? Alors, ici, c'est les réductions d'impôts, crédit d'impôt. Alors, la différence déjà entre réduction d'impôt et crédit d'impôt, elle réside en fait simplement dans la faculté pour le crédit d'impôt de se voir rembourser le surplus. Si j'ai un impôt de 1 000 et que j'ai un crédit d'impôt de 1 200, l'administration fiscale, elle peut me rembourser les 200 €. Si j'ai un impôt de 1 000 mais que je n'ai fait que des investissements qui ouvrent droit à réduction d'impôt pour 1 200 €, eh bien c'est tant pis pour moi pour les 200 €. C'est comme ça. Alors, pour les dons qui sont versés aux organismes, il faut savoir qu'on a deux types de dons. On a des dons qui sont éligibles à une réduction d'impôt de 75% et on a des dons qui sont éligibles à une réduction d'impôt de 66%. On ne peut pas reporter 100% de ces dons à 75%.
c'est limité à, cette année, donc c'est 546 €, case 7 UD. Donc potentiellement, si moi j'ai réalisé 1 000 €, je sais pas, au Resto du Cœur, et les Restos du Cœur, c'est une association éligible à la réduction d'impôt de 75%, eh bien, je vais reporter 546 en 7 UD, et le reliquat, je le reporte en 7 UF. Et en fait, l'erreur qui est fréquemment faite, c'est que la personne, elle met 100% de son don en 7 UD, et du coup, en fait, elle a perdu 600 € qu'elle n'aura pas mis dans la bonne case. Et c'est assez dommage c'est dommage, quoi. Voilà. Alors, il faut savoir que le bénéfice des dons, il est plafonné. Hein, c'est plafonné à 20% du revenu imposable. En même temps, donc c'est un cas d'école. Mais si on a des philanthropes parmi nous qui veulent faire plein de dons, par exemple la Maison de la Tunisie, il me semble que c'est éligible à la réduction d'impôt de 66%. Donc voilà, faites des dons, vous donnez 100 € et vous avez une réduction d'impôt de 66%. C'est plutôt le bon plan. Pour ceux également qui versent de l'argent pour les partis politiques, ça arrive, hein, on ne juge personne, eh bien là aussi on a une réduction d'impôt qui est possible. Donc on peut descendre un peu plus bas. Alors typiquement ici, si on peut remonter un peu, il y a de nombreuses personnes qui oublient de remplir les cases 7EA et suivantes. En fait, si vous avez 2 enfants, les 2 ils sont au collège, eh bien mettez 2 dans la case 7EA. Ça permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 61 € par enfant pour ceux qui sont au collège. Pour ceux qui sont au lycée, c'est 153 €. Et pour ceux qui sont à l'université, c'est 183 €. Donc ça ne change pas, on ne va pas devenir riche grâce à cette réduction d'impôt, mais c'est toujours ça de prix. Donc voilà. Après, donc on a les travaux, les prestations compensatoires. Alors pareil, pour les personnes qui divorcent, on a la possibilité de verser une prestation compensatoire à son ex-époux, que ce soit une prestation versée sous forme de capital ou sous forme de rente. En fonction de la qualification de la prestation compensatoire, le régime fiscal est différent. Si c'est une prestation compensatoire versée sous forme de capital, la partie versante a le droit à une réduction d'impôt de 25% des sommes versées dans la limite de 30 500 €. Donc si vous versez 100 000 €, vous n'aurez pas 25% de 100 000 €, non. Ce sera 25% de 30 500. Donc il faudra le reporter dans cette case. Pareil, là, les dépenses pour transition énergétique, alors je ne veux pas en parler parce que ça nécessite une étude au cas par cas, regarder scrupuleusement les devis, quel est le type, typiquement pour les chaudières à micro-congénération gaz, ça nécessite de bien regarder les capacités énergétiques de la fameuse chaudière et c'est très réglementé. Donc, toutes les dépenses énergétiques, on va zapper un petit peu. Bah, écoutez, je crois que là, on arrive à la fin, il me semble. Je ne sais pas ce qu'il y a en page 3 et 4. D'accord. Donc voilà. Alors, la 2042C, c'est typiquement pour les personnes qui ont reçu des actions gratuites, les stock options et compagnie. Donc là, on est dans une configuration très particulière. Je ne peux pas vous donner de réponse générale et de traitement fiscal général parce que le traitement fiscal dépend de la date du plan. Il y a plein de régimes fiscaux qui cohabitent et il est impossible de donner une question générale, une réponse générale du moins. La 2074, je crois que c'est tout pour la 2042. La 2074, on l'a vu tout à l'heure. Et donc voilà. Donc, on va venir à ce beau petit formulaire plus tard. Alors, certaines personnes ont eu la surprise de voir directement, en voulant déclarer leurs impôts, que la case divers, compte à l'étranger, reprise et réduction d'impôts, était déjà cochée. Grosse panique. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais rien fait. Fibelish, maqabelish, raltounik, maqalzin. Voilà, grosse galère. Eh bien, il faut savoir que depuis peu, non, mais en fait, il y a un échange automatique d'informations entre les États et potentiellement, depuis cette année, quand vous avez cette case-là et, j'insiste sur le « et »,
et la case 8UU qui est cochée, qui est pré-cochée, alors que vous n'avez jamais rien fait en ce sens, voilà, eh bien, c'est le début des problèmes. Ça veut dire que l'administration fiscale a connaissance du fait que vous avez un compte à l'étranger. Eh bien, les implications sont diverses et variées. Déjà, on a l'obligation, en fait, en tant que résident fiscaux de France, de déclarer tous les comptes qu'on détient à l'étranger et tous les contrats d'assurance vie qu'on détient également à l'étranger. Les contrats d'assurance vie, c'est la case 8TT. Et donc, la case 8UU, elle doit s'accompagner du formulaire 3916 d'Irene Kbila. Donc, le 3916, il est très exhaustif. On doit mettre qui est co-déclarant, qui est co-titulaire du compte. Si on détient une procuration sur un compte qui n'est pas le nôtre, le nom de la banque, l'adresse de la banque, le numéro de compte, la date d'ouverture du compte, la date de fermeture du compte si vous avez fermé votre compte en 2019. C'est très exhaustif. Hein. Vraiment, là, on doit répondre à tout. La grande question, le gros problème, c'est quoi? C'est que ces personnes-là, généralement, si elles ont leur case 8UU qui est précochée, c'est qu'elles n'avaient jamais déclaré à l'administration fiscale qu'elles avaient un compte à l'étranger. La Tunisie, en 2019, a signé un accord avec la France, notamment pour l'échange automatique d'informations. Donc, potentiellement, la Tunisie peut gentiment avertir les autorités fiscales françaises que certaines personnes disposent d'un compte tunisien. Alors, les implications sont les suivantes. Déjà, il y a une amende de 1 500 € par année et par compte non déclaré. C'est-à-dire que si moi j'ai un compte Felbiat et j'ai un autre compte dans je ne sais pas quelle banque Fitounes, ça fait 2 comptes. Donc ça fait 3 000 € pour cette année. 3 000 € pour l'année dernière, 3 000 € pour l'année d'avant, et je vous laisse faire le calcul. Donc ça peut chiffrer énormément. C'est aussi valable, par exemple, Andy, je sais pas, livré Halitou Felbak, Njaht Fitounes. Et ben, c'est tout. J'ai traité en France, et ben potentiellement, même si ce pauvre petit livret est complètement vide, et ben potentiellement, je suis de droit soumise à l'amende de 1 500 €. Je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. Il faut savoir que cette amende peut être portée à 10 000 € si vous détenez des comptes dans des États qui sont non coopératifs. Typiquement, on a eu des clients qui détenaient des comptes dans les îles Vierges britanniques. Eh bien, les îles Vierges britanniques, c'est 10 000 €. L'addition, ça devient très vite salé là. Hein, et il ne faut pas prendre ça à la légère. Pour les personnes qui sont dans cette situation, je leur conseille vivement de prendre attache avec un avocat fiscaliste et d'étudier la situation. Parce que là, l'amende, si ce n'était que ça passe encore. Il faut savoir qu'il faudra justifier de l'origine des revenus. Et donc, on a une présomption de revenus distribués et taxables si on est incapable de justifier de l'origine de ces revenus. Je sais qu'en Tunisie, la traçabilité peut être compliquée. On aime bien fonctionner avec l'argent espèce. Eh bien, potentiellement, ça fait un revenu qui sera taxable en France, avec les majorations qui vont avec, évidemment. On devra également régulariser tous les revenus. Si moi, j'avais un compte sur lequel je recevais des dividendes Fitounes, que je n'ai jamais déclaré à la France, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on est résident fiscaux de France, on est imposé sur ses revenus de source mondiale. Donc, j'aurais dû déclarer en France que j'avais des revenus, que j'avais des dividendes et des intérêts. Eh bien, ça veut dire potentiellement que je dois rectifier mes déclarations de revenus qui ont été déposées des 3 dernières années, le délai de prescription classique, sachant que, pour certains cas, le délai de prescription, il est allongé et il est porté à 10 ans. Donc ça, potentiellement, c'est pour les personnes qui ont des revenus, qui ont des comptes bancaires, je crois qu'ils dépassent les 50 000 € de mémoire. Donc, en fait, ça chiffre énormément. Donc, on régularise, on a des amendes et en plus de ça, on a des majorations qui peuvent être portées à 80% parce que l'administration fiscale, il faut savoir qu'on avait une période, il y a les 4-5 dernières années, où l'État, finalement, incitait les personnes qui détiennent des comptes à l'étranger, venez les régulariser. On vous donnera des majorations réduites. L'essentiel, c'est pas rapatrier l'argent, mais régulariser les sommes. Et d'ailleurs, l'État français a récupéré des millions, si ce n'est des milliards, grâce aux régularisations de comptes. C'était essentiellement des personnes qui détiennent des comptes au Luxembourg, en Suisse, etc. Et puis la Tunisie était assez opaque.
bon, maintenant, elle fait un petit peu patte blanche, pour sortir et pour être dans les bonnes grâces de l'Union européenne. Et d'ailleurs, ils l'ont sorti en 2019 de la liste des pays noirs, comme ils disent, à cause de la fiscalité privilégiée sur certains domaines de la fiscalité. Et donc, moi, je n'ai pas de position là en tant qu'avocat. Je ne veux pas vous dire faites la sourde oreille, parce que potentiellement, si l'administration fiscale a un jour connaissance de votre compte, elle vous dira, mais moi, je vous avais mis en regard, je vous avais déjà coché la case 8UU. Vous auriez dû savoir qu'on était au courant. Et là, c'est vraiment le début des problèmes, hein, parce que c'est une procédure qui est longue. C'est très long, en fait. Hein, c'est des échanges avec l'administration fiscale, c'est vraiment très long. Ah oui, on a une petite exception pour les personnes qui détiennent un compte à l'étranger, mais qui sert exclusivement à des achats sur Internet et dont les sommes n'excèdent pas 10 000 euros. Il faut savoir que les versements, les sommes que vous allez recevoir sur ce compte, elles doivent provenir de ventes d'objets. C'est-à-dire que les virements de compte à compte fait perdre tout ce caractère à ce compte, entre guillemets, l'exonération, on va dire, de déclaration de ce compte-là. Donc ça, c'était pour les comptes détenus à l'étranger. Alors, par rapport à la Tunisie, je ne sais pas trop ce qui se passe, parce que c'est tout récent. Parce que généralement, personne ne se déclare comme non-résident. Quand on va à la banque, on ne leur dit pas Hey, Ranissa Kenchifran, ça voici mon numéro fiscal en France. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, je n'ai aucune. Je n'ai pas de recul, en fait. Je ne sais pas comment ça se passe concrètement. Je pense, et je dis ça avec des pincettes, que je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait. Il faudrait que des personnes qui ont des comptes en Tunisie et qui ont eu le plaisir d'avoir leur case 8UU cochée se manifestent pour qu'on puisse un petit peu y voir un peu plus clair. Les comptes N26, là, c'est très en vogue. Je ne sais pas trop ce que c'est, des comptes... Enfin bon, ça permet de... Je ne sais pas trop quoi. Bon, bah, ceux-là aussi, il faut les déclarer, même si on a l'impression que c'est quelque chose d'anodin. Donc ça, c'était pour les comptes détenus à l'étranger. Maintenant, plus spécifiquement sur la Tunisie. Alors, il faut savoir que la Tunisie et la France ont signé ensemble une convention fiscale tendant à éviter la double imposition. Et cette convention, en fait, c'est une convention d'une 30aine de pages, et elle vient régler la méthodologie pour éviter la double taxation quand on a des revenus de source tunisienne ou française. Typiquement, c'est le cas où je suis résidente fiscale de France, donc je suis imposée sur mes revenus de source mondiale. J'ai des loyers en Tunisie que je déclare, parce que je sais qu'en Tunisie, j'ai un peu l'impression que les revenus fonciers ne sont pas trop déclarés, mais on fait les choses bien. Donc, je déclare mes revenus fonciers en Tunisie, je paye de l'impôt correspondant. Et donc, ce n'est pas juste, je suis imposée en Tunisie et je vais être imposée en France. Comment on va faire? Eh bien là, c'est la convention fiscale finalement qui vient régler ce conflit de double imposition et on a des dispositions pour chaque type de revenu. Alors, on ne va pas tous les voir parce que c'est très complexe et hyper technique, mais sachez qu'on a des dispositions qui viennent finalement éviter la double imposition. Alors, la chose sur laquelle il me semble important d'insister, un instant, on a de nombreux Tunisiens qui ont créé des structures en Tunisie, des structures en informatique, parce que c'est assez en vogue. Et surtout, on avait la possibilité, on avait des régimes très incitatifs fiscaux liés à les sociétés offshore, les sociétés totalement exportatrices, qui permettaient notamment une imposition à taux réduit, si ce n'est à zéro en Tunisie. Donc c'était le bon plan. Créer une structure en Tunisie. En France, bon, maintenant on a une imposition à un taux de 28%, mais quand on compare ça à un taux à 10%, c'est toujours plus intéressant. Moi, mon rôle là, c'est d'allumer les warnings sur certains points. Il y a la notion de transfert indirect de bénéfices. Je sais que c'est assez fréquent d'avoir sa structure en France et de créer en plus une structure tunisienne et de sous-traiter un petit peu son activité à la société tunisienne. Donc, en fait, je facture ma société tunisienne. Donc, finalement, mon bénéfice, ben là, il est carrément transféré en Tunisie. Le truc, c'est que si on fait les choses de manière réglo, avec des prix qui sont tout à fait cohérents, il n'y a aucun problème. Mais là, il faut le savoir, c'est pour ça qu'il faut faire les choses de manière bien et être bien accompagné quand on envisage de créer une structure en Tunisie.
c'est que l'administration fiscale peut considérer qu'on a un transfert indirect de bénéfices et donc retoquer et finalement requalifier et imposer les revenus en France. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on peut créer sa structure en Tunisie, très bien, mais la France peut quand même considérer qu'il y a un établissement stable en France. Si, ça c'est un scénario catastrophe, si je puis dire, parce que finalement, l'administration fiscale française va considérer que la société, eh bien, en réalité, doit payer ses impôts en France. Donc, on a le risque pour la société, mais pas que. On a le risque finalement pour le gérant et les associés, à qui on va attribuer des revenus. Et là aussi, donc, c'est vraiment un scénario catastrophe et il faut faire les choses de manière très correcte pour éviter tout risque de requalification. Typiquement, pour repartir un petit peu sur la convention fiscale franco-tunisienne, il faut savoir que sur les distributions de dividendes, ah oui, pardon, autre chose. Pour que la convention fiscale elle s'applique, il faut avoir la notion de... Il faut être qualifié comme résident fiscal de l'autre pays. Je m'explique, pour les sociétés. Et on a beaucoup de jurisprudence sur cette question, dont une qui est assez récente de la Cour administrative d'appel de Paris de 2019, où on avait une société tunisienne qui bénéficiait du régime des sociétés exportatrices et donc il y avait une imposition à taux très très réduit. Et donc en fait, l'administration fiscale elle a considéré qu'il fallait... il y avait une retenue à la source qui devait s'opérer en France. Bon, la société tunisienne, sa position, c'était ah, mais on n'est pas français, nous. Enfin, regardez, on est une société tunisienne. Mais en fait, la convention fiscale, elle dit que si vous ne payez pas d'impôts finalement dans le pays de résidence, on ne peut pas considérer que vous êtes. La convention ne s'applique pas à vous. Le contrario, enfin, la contrepartie, c'est qu'on ait finalement une imposition de part et d'autre des deux pays. Si la Tunisie, elle exonère complètement d'imposition, comment est-ce que vous pouvez vous prévaloir des dispositions de la convention fiscale? Ce n'est pas logique. Alors, il s'avère que là, cet arrêt est plutôt est plutôt positif pour notre chère société tunisienne, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà. Donc sachez que, ah oui, pour terminer, potentiellement sur les intérêts et les dividendes de source tunisienne, eh bien, le mécanisme pour éviter la double imposition, c'est l'octroi d'un crédit d'impôt. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, Haïfa, pour cet exposé. Je pense qu'on a retenu, moi personnellement, j'ai retenu pas mal d'informations, pas mal de nouveautés. Ça m'a permis de mieux comprendre les différentes cases, hein. Certains formulaires, je les ai découverts aussi au fur et à mesure avec toi. Et donc, ce que je te propose maintenant, c'est de prendre quelques questions, hein. Nos auditeurs ont été nombreux à nous soumettre leurs questions, leurs commentaires aussi sur Facebook. Et peut-être, Nabil, si tu peux peut-être nous donner hein, quelques questions, sachant que bon, on ne pourra pas malheureusement traiter tous les sujets. Ben, on va essayer vraiment de synthétiser, de traiter les sujets qui ont été les plus posés. Oui, merci beaucoup encore une fois, Haïfa, pour ton intervention. Et c'est vrai que je pense que dans les temps impartis, vous m'entendez? Oui. Dans les temps impartis, effectivement, il y a vraiment beaucoup de questions, donc on ne pourra peut-être pas les traiter tous. Alors, Mourad et moi, en fait, via nos pages donc des clubs respectifs, on peut faire le relais si des gens ils ont des questions très spécifiques. Alors, peut-être la première question, déjà en fait, une question de Sofiane. Est-ce que, en fait, les étudiants, par exemple, qui passent actifs, la question qui se pose, est-ce qu'on peut rattraper des déclarations sur le revenu des années précédentes, c'est-à-dire 2018-2017, par exemple? Alors, si je comprends bien, cette personne n'avait pas déclaré ses revenus, c'est ça? Parce qu'elle n'avait pas de revenus, tout simplement? Je pense que c'est... Ouais, ou alors c'était peut-être des primo-déclarants où ils ont fait des stages ou quelque chose comme ça et finalement ils ont pas du tout eu affaire à l'administration fiscale et est-ce qu'ils peuvent rattraper des années au-delà de 2019 en fait? Oui, alors il est tout à fait possible de déposer une déclaration rectificative pour les années antérieures. J'ai pas parlé des... Il faut savoir que les rémunérations de stage, elles sont d'une manière générale, ça peut intéresser les stagiaires à TUG1 ou pas. On a une exonération à hauteur de 18 000. Alors, je vous dis ça tout de suite parce que les seuils ont changé. Les règles ont changé cette année. Que ce soit pour les étudiants ou les apprentis. Décidément. Des indemnités de stage.
Je ne retrouve pas. En tout cas, on a une exonération à hauteur de 18 500 euros de mémoire. On va dire 18 000 euros. Donc, si un stagiaire, super bon stagiaire, bien joué pour avoir plus de 18 000 euros de rémunération de stage en 2019, eh bien, il devra bien vérifier dans sa déclaration qui sera pré-remplie par l'administration fiscale. Je ne sais pas, supposons qu'il a 20 000 euros de revenus stage, l'administration fiscale elle va reporter 20 000. Eh bien, c'est à lui de corriger et de venir minorer le montant déclaré. Et pour répondre à la question, évidemment, il est tout à fait possible de régulariser sa situation. Et pour les personnes qui se rendent compte qu'elles n'avaient pas forcément tout bien déclaré et qu'il y a un risque réel que l'administration fiscale puisse se rendre compte finalement de ces petits manquements, je conseille de procéder à une déclaration rectificative et du fameux droit à l'erreur pour éviter d'avoir des majorations pour manquement délibéré, par exemple, qui s'élève à 40%. De manière générale, il vaut mieux prendre l'initiative et aller s'adresser à l'administration pour rectifier en fait, ou corriger, rattraper, plutôt que, Oui, tout à fait. laisser venir l'administration. Surtout qu'il y a des situations où là, quand c'est trop gros, l'administration fiscale, elle n'a aucune pitié là-haut. Il faut le savoir. Ouais. Typiquement, moi, j'ai un cas d'une personne là, qui n'a jamais déclaré ses Airbnb. Ça s'avère qu'Airbnb a tout balancé à la France. Donc, il est rectifié sur 2016, 2017, 2018. Qu'est-ce que je peux dire à l'administration fiscale qui me dit « Mais votre client savait bien qu'il avait reçu des revenus de location meublée Airbnb. » Oui, mais bon. Oui, ça marche. Après, la question suivante, c'est quand on est en couple, est-ce que c'est pour optimiser finalement ces impôts, est-ce qu'on doit déclarer conjointement ou ensemble? Alors, quand on est en couple, c'est-à-dire… Alors, quel avantage, inconvénient, ou encore quelle stratégie optimale à déclarer conjointement ou séparément quand on est en couple? Alors, pour moi, la notion de couple, il y a les gens mariés, les gens pacsés, et puis il y a la notion de concubinage notoire. Pour les concubins notoires qui sont sans titre, ni mariage, ni pacte, ni rien du tout, là, c'est… En général, c'est marié, en fait. Quand on parle de couple, j'imagine, hein, c'est pour les personnes mariées. Ah, très bien, non, mais d'avoir une déclaration séparée ou une déclaration commune. Hein, alors, il faut savoir que tout à l'heure, je vous disais que la déclaration séparée ou commune l'année du mariage, c'est une option qui est possible l'année du mariage ou du divorce. Néanmoins, pour déclarer de manière séparée ses revenus, c'est strictement limité. On ne peut pas décider de son plein gré de déclarer ses revenus séparés. Les 3 cas où l'imposition séparée se fait de plein droit sont les suivants. C'est le cas où on a un abandon du domicile conjugal et, j'insiste bien sur le « et », chacun des époux a des revenus distincts. La seconde fois où c'est possible, c'est quand on est en instance de séparation de corps ou de divorce et qu'on a une autorisation du juge pour avoir des résidences séparées. Et la troisième possibilité pour avoir une imposition séparée de plein droit, c'est on est séparé de biens. Donc ça, c'est le régime matrimonial. Si on est marié en régime de communauté, ce n'est pas possible. On est séparé de biens et les 2 personnes, les 2 époux, ne vivent pas sous le même toit. On a 2 résidences distinctes. On ne peut pas choisir de son plein gré, finalement, d'avoir une imposition séparée ou pas. Merci. Donc, j'espère que ça répond à la question. Oui, je pense. Ça marche. Alors, il y en a qui disent, par rapport à, tu sais, dans la dernière partie, j'ai dans mon compte étranger coché, donc la… 8UU. Oui, le 8UU. J'ai simplement ouvert un compte depuis Biat Paris. J'ai fait un premier dépôt. Ce n'est pas un compte que j'utilise vraiment, que je dois faire. Alors, il faut savoir que l'utilisation ou non du compte, malheureusement, elle ne prime plus. Avant, il y avait des dispositifs vraiment particuliers quand on avait les incitations à régulariser les comptes. Maintenant, l'administration fiscale, elle est très sévère. D'ailleurs, potentiellement, je vous le dis, hein, c'est du pénal. Hein. Après, c'est sûr que si on a 1000 dinars sur son compte, on ne risque pas de finir en prison avec ça. Mais je vous donne les règles générales. Si cette personne elle a ouvert son compte en 2019, évidemment, elle le déclare cette année, il n'y a aucun problème. Le tout, c'est de déclarer, et encore plus, maintenant, elle est 2019. Compte banque, elle le déclare de manière tout à fait légale et l'esprit serein et tranquille. C'est surtout pour ceux qui ont des comptes antérieurs qui n'ont pas déclaré que là, la question se pose de qu'est-ce qu'on va faire.
Et qu'est-ce que tu conseilles pour ce cas précis, hein? C'est vrai que tu n'avais pas cité de recommandations comme ça claires, Ouais, je il peux fallait pas. expliquer de cas par cas. Mais d'une manière générale, est-ce qu'il faudra se Moi, conformer? d'une manière générale, Oui, honnêtement, bon, allez, je reste dans mon rôle d'avocat et je dis les choses telles que la loi nous impose de le faire. Je préconise évidemment de régulariser pour 2019 pour éviter l'amende de 1 500 € sur l'année 2019, déjà pour commencer. oui. Et Donc puis sauver les après, meubles, hein, sauver les meubles pour l'année 2019 en quelque sorte. déjà, Et exactement. Et pour les années après, passées, on pourrait peut-être voilà. prévoir la suite des événements. Mais enfin voilà, c'est au cas par cas et moi je ne peux pas malheureusement enfin, donner des préconisations pour chacun. Là, il faut voir les enjeux, il faut voilà, c'est un peu chaque personne est particulière pour le coup. Merci. Ça marche. Comment on sait si on est résident fiscal français ou pas? Je pense que tu as peut-être répondu au début, mais si tu peux faire une petite piqûre de rappel, c'est pour ceux qui nous ont rejoints dernièrement. Très bien. Alors, je disais, la résidence fiscale, en fait, elle est établie par le droit interne français selon les critères qui sont prévus à l'article 4B du Code général des impôts. Donc, très globalement, ce sont des critères qui sont alternatifs. Donc, il suffit qu'on ait un des critères qui soit rempli pour que la France considère qu'on soit résident fiscal sur toute l'année. Mais je mets des pincettes. Chaque situation est particulière. Attention, vraiment, chaque situation est particulière. La jurisprudence, elle est très abondante sur la question. Donc, vraiment, moi, je donne les critères d'ordre général, mais après, il faut adapter à chaque situation. On peut tout à fait aussi être résident fiscal sur une partie de l'année et non résident sur l'autre partie. C'est quelque chose qui n'est pas exclu. Donc, le premier critère, c'est on considère donc, comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France leur foyer. Donc, le foyer, c'est le lieu où la personne ou alors sa famille habite normalement, c'est-à-dire sa résidence habituelle ou le lieu de séjour principal. Et en dernier lieu, si je puis dire, toujours pour cette notion de foyer, on considère qu'une personne qui a séjourné en France plus de 83 jours au cours d'une même année, on peut dire qu'elle a son séjour principal en France. Donc la condition de foyer serait remplie. Ça, c'est la première chose. On a un deuxième critère qui est les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, à moins de justifier que cette activité professionnelle, elle est accessoire. Si on justifie que l'activité professionnelle est accessoire, ça veut dire que ce critère-là, il peut sauter. La troisième condition, c'est les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Donc, en fait, le centre des intérêts économiques, c'est le lieu où une personne a ses principaux investissements, le lieu où elle possède le siège de ses affaires, d'où elle administre ses biens. Ça peut être également le lieu où elle a le centre de ses activités professionnelles, où elle tire la majeure partie de ses revenus. On a des jurisprudences qui nous disent qu'une personne qui tire la majeure partie de ses revenus, à savoir uniquement ses retraites de France, c'est son unique revenu, on peut considérer qu'elle est résidente fiscale de France. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est des critères qui sont alternatifs. Il en suffit qu'un soit rempli pour qu'on considère que la résidence fiscale soit établie en France. Ça marche. Comment se fait la déclaration des plus-values qu'on a reçues via la crypto-monnaie? En fait, on a une question comme ça. Donc là, on est sur... on tape dans le lourd, là. Oui, on est sur les geeks, là. Oui, tout à fait. Alors, honnêtement, je n'ai pas envie de dire de bêtises, parce que tout simplement parce que cette année, je n'ai pas eu à établir de déclaration relative aux crypto-monnaies. D'accord. Donc, je ne veux pas m'avancer et dire n'importe quoi pour le coup. La question suivante, les personnes qui ont déjà des comptes en bourse en Tunisie avant d'arriver en France, est-ce que ces personnes devront déclarer ce compte? La réponse est oui, mais je te laisse détailler. La réponse est oui, malheureusement. Et d'autant plus, le risque, c'est si ces comptes, en fait, on a boursicoté et qu'on a cédé des titres, qu'on a eu des plus-values, des moins-values. Et voilà, donc c'est réellement à prendre en compte. Ça serait intéressant, en fait, les personnes qui ont eu leur case 8 UU et qui ont la connaissance, qui savent bien qu'elles n'ont que des comptes en Tunisie. J'aimerais bien échanger avec elles sur la question. Ça me permettra un petit peu d'affiner, on va dire, mon opinion sur la stratégie à suivre. Ça marche. Ceci était Alors, j'ai opté pour le versement libératoire. C'était valable les dernières années, mais mes revenus ont augmenté en 2018. Je ne suis donc pas soumis au versement libératoire. Que dois-je faire? Je n'ai pas entendu la dernière question, la fin de la question. Donc, versement libératoire
autrement, j'ai peut-être la question, elle est peut-être mieux formulée maintenant. Outre mon activité salariée, j'exerce une activité libérale sous le statut d'auto-entrepreneur. J'ai opté pour le régime libératoire les dernières années, mais en 2018, mes revenus ont augmenté. Je ne suis plus soumis à ce régime. Ok. Point. J'ai oublié de faire le changement. Je dois donc sortir l'option versement libératoire ou que dois-je faire? Est-ce que c'est clair Alors, ou pas comme question? oui, oui. Après, les C'est double auto-entrepreneurs. activité. Non. Ouais. En fait, apparemment, la personne a la double, des revenus doubles. Via ses activités de salarié et un via son statut d'auto-entrepreneur. D'accord. Pour moi, la question principale, là, par rapport à l'auto-entrepreneur, c'est notamment la question du prélèvement aussi du, euh, des prélèvements sociaux. Je sais que c'est étroitement lié, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais évidemment, la personne doit régulariser si cette année, elle est plus en versement libératoire. Il ne faut pas paniquer, hein. C'est tout à fait possible de régulariser la situation. L'essentiel, c'est de faire les choses à temps. On a le droit de se tromper, et puis on régularise sans aucun problème. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Oui, alors en fait, on a des questions sur les déductions d'impôts. Est-ce que les formations, en fait, quand été financées à la suite d'un licenciement, sont déductibles des impôts en fait? En gros, des gens, ils étaient licenciés, ils ont payé des formations, est-ce qu'ils peuvent les déduire de leur revenu? C'est-à-dire une C'est personne la a même été question? licenciée et donc Oui, elle se forme. Alors, de mémoire, c'est une question à laquelle je n'ai jamais été confrontée. Je ne pense pas, d'accord. mais peut-être qu'il existe un dispositif dont j'ignore l'existence. De mémoire, je ne pense pas. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Je ne sais pas du tout. J'ai jamais été confrontée à la question pour le coup. Ça me. La même question pour les frais d'avocat quand il s'agit d'un contentieux au prud'homme, en fait. Je crois qu'on a du mal à payer les avocats, hein. Oui. La réponse est non. Ok. Peut-être, Ça Nabil, hein, marche. je prends juste la parole. Peut-être que je vais Vas-y, prendre vas-y. une question de Facebook parce qu'aussi on reçoit des questions sur Facebook Live. Alors, par Ouais. rapport à la non-double imposition hein, entre la France et la Tunisie, comment faire en pratique pour des loyers en Tunisie? C'est-à-dire pour une personne qui détient un appartement, une villa hein, qu'elle loue en Tunisie. Euh, Est-ce qu'on déclare quand même? Comment montrer qu'on est déjà en règle en Tunisie, qu'on a bien fait les procédures de déclaration d'impôt de revenus en Tunisie? Et que dire de la taxe foncière, par exemple? Voilà, donc Alors, typiquement, quand on détient un bien immobilier en Tunisie, que ce dernier est mis en location en Tunisie, qu'il est déclaré en Tunisie, on paye nos impôts dessus. Eh bien, de la même manière, on va remplir la déclaration 2044 avec le revenu tunisien. d'accord. Et en fait, pour les revenus fonciers, la règle pour éviter la double imposition, c'est ce qu'on appelle le taux effectif. Donc, en fait, il faut remplir une déclaration 2047. J'ai oublié de la montrer tout à l'heure. La déclaration 2047, en fait, cette déclaration-là, elle concerne les revenus de sources étrangères. Typiquement, les revenus fonciers, les intérêts, les dividendes. Donc, on est obligé de remplir cette déclaration-là pour qu'on puisse avoir un report sur la ligne 8 TI, taux effectif. Quand c'est du crédit d'impôt, c'est la case 8 TK. Voilà. Mais c'est un peu complexe, hein. Je peux comprendre que ce ne soit pas évident. Et pour la taxe foncière, en fait, quand on remplit notre déclaration 2044, on a la possibilité de reporter le montant de la taxe foncière qui viendra en déduction. Et ben voilà, notre fameuse déclaration 2047. Donc, Donc, c'est à partir de cette déclaration qu'il faudra renseigner c'est ça. les revenus. Et Alors, donc, a priori, il serait exonéré ou il serait voilà, traité en avec fait, la convention. le 8TK, je ne veux pas dire que c'est une exonération totale, mais en fait, ça permet d'être pris en compte dans la masse de calcul de l'impôt français pour les revenus fonciers, hein. D'accord. Donc, on voit vraiment, là, c'est détaillé en fonction de chaque revenu. Je peux comprendre hein, que la déclaration 2047 elle soit assez obscure pour le commun des mortels. Elle est vraiment complexe à assimiler. Ce n'est pas du tout évident. Les histoires de crédit d'impôt, taux effectif, c'est un peu nébuleuse. Je peux comprendre que ce ne soit pas du tout évident. Donc, voilà. Très bien. Nabil, tu as d'autres questions? Alors,
Oui, je pense que en fait, tu as plus ou moins répondu sur les revenus Airbnb, mais là, on pose la question sur Drivey, Wicar, etc. C'est la même, de toute façon, c'est la même règle. On est d'accord. Exactement. Et il me semble que cette année, l'administration fiscale a eu connaissance directement et je crois même qu'elle a reporté les montants. Je crois. Je n'ai jamais rencontré le cas pour l'instant. Mais oui, de la même manière, il faut les déclarer. Hein, parce que, Ok. voilà. En fait, alors par rapport aux comptes qui sont détenus en Tunisie, notamment, on nous pose la question est-ce qu'il suffit juste de les déclarer ou est-ce qu'il y a besoin de faire transmettre des relevés de la banque tunisienne, etc. Non, Ou est-ce si on qu'il déclare. faut le faire Alors, les deux est-ce qu'il choses faut le à, faire seulement à la demande? ouais, les deux choses à retenir. J'ai ouvert un compte en 2019. Tout se passe bien. Oui. Je transmets, je coche ma 8UU et je remplis tranquillement ma 3916. J'ai aucun relevé à transmettre. Hein. Ne transmettez jamais vos relevés spontanément. Jamais, 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 jamais. Ça, c'est… Quand l'administration fiscale vous demande les relevés de banque, c'est que là, on est dans une proposition, dans une procédure, on appelle ça un ECSFP, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Donc là, ça envoie du lourd aussi. Hein. Il faut justifier chaque ligne qui rentre dans votre compte bancaire. Donc spontanément, abstenez-vous d'envoyer quoi que ce soit à l'administration. Donc ça, c'est la première chose. Donc j'ouvre mon compte bancaire en Tunisie en 2019. Parfait, je le déclare. Attention, si j'ai reçu des intérêts ou des dividendes, je les déclare en France aussi. Hein. Ça, c'est la première chose. Si mon compte il est antérieur à 2019, c'est bien le grand débat et la grande question, on en parle depuis tout à l'heure. C'est potentiellement la remise en cause, les amendes et puis les pénalités fiscales. Et puis voilà, quoi. C'est pas très réjouissant tout ça. Ok. Peut-être une autre question de Facebook. Donc, d'une manière générale, hein, je généralise un peu, quelles sont les sources d'information du fisc quand il s'agit en fait des champs pré-remplis de toutes les cases qu'on voit en fait avec les chiffres? Donc, on a l'employeur, bien sûr, on a aussi les banques, mais est-ce qu'il y a d'autres sources de vérification Oui, ou, on a les CESU, tout à fait. On a les employeurs qui transmettent spontanément à l'administration fiscale. On a les IFU. Donc, en fait, la banque, quand elle a des opérations, elle vous transmet à vous un IFU et elle transmet à l'administration fiscale ce même IFU. D'ailleurs, là, je vois qu'il y a une question. On nous dit, ma banque m'a envoyé mon IFU, mais les montants ne sont pas identiques. Ben, il faut corriger. L'administration, elle peut se tromper. Hein. Elle n'est pas non plus… ils ne sont pas… voilà. Et en fait, l'autre source de revenus, ça peut être les CESU quand on fait appel à un salarié à domicile. Potentiellement, on retrouve le montant qui est déjà pré-rempli dans la case 7UD, 7UF de mémoire. Donc, de la même manière, il faut vérifier. Des fois, l'administration fiscale, elle se trompe. Il faut quand même avoir un regard. Même si elle a déjà, on lui a déjà transmis les informations, cette dernière peut tout à fait se tromper. Donc, ces éléments, en tous les cas, on peut les retrouver soit sur son compte bancaire, hein, dans les documents stockés dans le compte bancaire, ou bien ils sont transmis par voie postale, par les banques, par les organismes, etc. Pour les documents bancaires, on ne peut les retrouver que sur l'IFU. C'est vraiment le document récapitulatif. Sinon, c'est difficile un petit peu de recalculer manuellement et de déterminer les sommes à déclarer. Merci. Ça marche. Après, si on a oublié on a fait, apparemment, il y a des personnes qui ont fait des dons en fait en 2018. Donc j'imagine des dons qui sont déductibles des revenus. Et en 2018, mais ils ont oublié de les déclarer. Est-ce que c'est possible de les rattraper en fait? Alors, il faut savoir qu'en 2018, on était sous le mécanisme de l'année blanche, qu'on appelait vulgairement l'année blanche, à savoir avec le crédit d'impôt qui venait un petit peu effacer les revenus qui étaient non exceptionnels. Donc l'imposition, elle était à zéro. S'agissant des dons, il me semble on peut tout à fait, hein, évidemment, déposer une rectificative, là, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas, en fait, si on peut quand même bénéficier de la réduction d'impôt. Il faut voir. Je ne peux pas vous dire de mémoire. Je crois que oui. Pour le coup, même si on a une imposition qui est à zéro, on se voit quand même restituer un montant, mais je ne suis pas sûre. Il faudrait que je ne sais pas, je peux pas vous dire. Je pourrais éventuellement regarder, mais là, de tête, je ne peux pas. Il faudrait que je fasse une simulation sur mon logiciel. Je sais pas. Mais de toute façon, la personne, elle n'a rien à perdre. Hein. Si elle a juste des revenus, des salaires et ses dons, elle peut tout à fait déposer une déclaration rectificative. Hein. Il n'y a pas d'enjeu. Ok.
Alors, ça, c'est peut-être le cas des étudiants s'ils reçoivent de l'argent d'un compte étranger, donc certainement peut-être en Tunisie. En fait, est-ce qu'ils doivent le déclarer et si oui, comment? Non, alors généralement, l'argent qui est reçu de Tunisie, c'est quoi? On a soit les bourses, elles ne sont pas imposables. Oui. Donc là, il n'y a rien à faire. Et on a l'aide des Ok. parents. L'aide des parents, on ne va pas la déclarer. Ce n'est pas non plus 3 millions d'euros. Non. Enfin, Ok. avec tous mes respects, hein. De toute façon, on est plafonné. On ne peut pas verser ce qu'on veut, Milton. La question est vite réglée. Non, non, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Néanmoins, si l'argent provient de son propre compte, oui, là, on peut s'interroger. Ça marche. Écoute, Alors, moi, j'ai une question hein, de Facebook Live aussi. Hein. vas-y, C'est par rapport au dispositif d'outre-mer, hein, comme la loi Girardin. Est-ce que tu as une connaissance de cette loi et ce qu'elle permet de faire d'un point de vue fiscal? Alors, le Girardin, il nous permet d'avoir, alors, j'ai pas le seuil de tête. Oui, c'est des investissements défiscalisants. Typiquement, on investit un gros montant dans un projet d'outre-mer et puis en contrepartie, on reçoit une réduction d'impôt assez conséquente. Alors, si on met ces 2 minutes, je peux retrouver le montant. Voilà. Bon, je trouve pas le. Voilà. Donc, tout ça, c'est les investissements défiscalisants. Pour tout ce qui est défisc, je ne peux pas trop me prononcer dessus parce que ça dépend des affinités de chacun. Ça dépend des capacités de chacun. Ça dépend de la contribution fiscale de chacun. Typiquement, il y a une question qui revient souvent, c'est oui, les bons plans pour ne pas payer d'impôts. Il n'y a pas de bons plans pour ne pas payer d'impôts. Déjà, commençons par bien déclarer nos revenus et ne pas se faire avoir sur les petites réductions d'impôts auxquelles on a droit, ce serait une bonne chose. Et après, et sans mépris aucun de ma part, il est certain qu'une personne qui est salariée et qui paye des impôts à hauteur de 3 000 euros ou 4 000 euros, elle n'a pas la même marge de manœuvre qu'une personne qui est dirigeante de société et qui, elle, a des revenus qui sont beaucoup plus conséquents. Là, on n'a pas la même latitude finalement. Donc, c'est assez compliqué d'avoir des préconisations d'optimisation fiscale. Après, on a toujours évidemment la possibilité d'investir dans différents produits. Typiquement, je sais que c'est un peu en vogue, tout ce qui est loi Pinel. Donc, on défiscalise et en même temps, on se crée un patrimoine immobilier. Donc, c'est intéressant. On a le Girardin aussi. Après, vraiment, je pense que ça dépend de chacun et de ce qu'il souhaite faire de son argent. Après, il y a des petites choses qui peuvent être intéressantes. Typiquement, si une personne veut se lancer dans l'immobilier pour se créer un complément de revenus, est-ce que je passe par une société? Est-ce que je fais ça en direct? Est-ce que je fais de la location nue? Est-ce que je fais de la location meublée? Est-ce que je suis en régime réel, en régime micro? Tout ça, c'est des questions. Et à mon sens, première préconisation, et puis chaque cas est différent évidemment, la location meublée, c'est très intéressant. La location meublée en régime réel, c'est d'autant plus intéressant parce que ça permet d'amortir le bien. Et quand on amortit le bien, eh bien, nos charges elles sont beaucoup plus supérieures. Et donc, du coup, pendant quelques années, on peut avoir un résultat fiscal relatif à cette location immobilière qui est très, très peu important. Donc, vraiment, je ne peux pas apporter de réelles réponses et je n'ai pas de réel jugement finalement sur l'investissement Girardin ou autre. C'est un peu au cas par cas et en fonction de chacun et de ce qu'il souhaite réaliser et de ses projets. oui, on a une question sur la déclaration des participations en fait, versées par les entreprises salariées. Oui. Est-ce qu'on doit les déclarer ou pas dans la zone? Alors, pour l'intéressement et la participation, on a 2 cas. Il me semble que en fait, on a une détention de 5 ans minimum. Et je crois qu'on a une exonération si on a respecté ce délai de détention ou si on demande un déblocage anticipé. Donc là, ça dépend. Je ne peux pas répondre. Il faut que je vois. Ok, ça marche. Bon, écoute, moi, j'ai parcouru les questions là, qui étaient nombreuses. Il y a des redondances, mais je pense que tu as répondu en fait, à la plupart des questions. Et merci beaucoup. Raif. Oui. Je ne sais pas si Mourad, tu as de ton côté. Non, je pense que oui. Bon, on arrive vers la fin. Il est 19h30. Je pense qu'on a dépassé déjà le temps que vous avez réservé pour ce webinaire. Juste peut-être une dernière question hein, par rapport aux aides aux parents en Tunisie. Est-ce que le fisc prend en considération le niveau de vie en Tunisie ou pas, c'est-à-dire le SMIC en Tunisie pour limiter le montant, par exemple, à envoyer?
Alors, la réponse est oui. Et je veux même ajouter quelque chose, et c'est très injuste. Typiquement pour les aides, moi je vous parle là d'un contexte franco-français, on peut, si par exemple les parents sont de classe bourgeoise et qu'ils avaient un niveau de vie plutôt élevé, bien l'administration fiscale elle peut admettre qu'on verse un peu plus à ses parents pour leur permettre de conserver leur abonnement au country club ou je sais pas quoi. Enfin, je caricaturise. Là, je suis dans la caricature totale, mais il faut savoir que c'est vraiment des appréciations très subjectives. Pour répondre à la question, le niveau de vie, il est apprécié en fonction du pays de résidence. Mais je pense que, je ne sais pas du tout le SMIC, il est à combien en Tunisie? 300 dinars, 400 dinars? Oui, dans cette zone-là, hein, je pense. Ouais. Alors, ok, le SMIC, il est à 400 dinars, mais si on reste un petit peu, on réfléchit 2 secondes, 400 dinars, malheureusement, et je sais qu'il y a beaucoup de familles, je sais qu'une fitoune Chine avec un salaire équivalent, mais ça ne permet pas finalement d'avoir un niveau de vie digne et puis de s'assurer finalement un train de vie tout à fait correct et de se soigner. Et puis, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Si on peut justifier que les parents ont des problèmes de santé et qu'on doit les aider à payer leurs dépenses de santé, oui, ça se justifie. Si on peut justifier que les parents avaient des travaux à faire chez eux, parce qu'il est handicapé, donc il faut réhabiliter, je ne sais pas, la résidence principale, ça se justifie. Le tout, c'est d'être en justification, en phase finalement avec les arguments qu'on pourrait opposer à l'administration si celle-ci venait à s'interroger sur les versements qui sont effectués. Par contre, alors à titre d'anecdote, et ça m'est vraiment arrivé, il a déduit 5 000 € d'aide pour ses parents. Je lui dis, ah, mais et donc l'administration fiscale, elle lui a dit, on veut les preuves. Donc je lui dis, ah, mais monsieur, est-ce que vous avez les preuves à me présenter? Et là, il me dit, en fait, donc du coup, j'ai considéré que ça faisait 5 000 € par an. Donc là, c'est vraiment la caricature la plus totale, mais c'est véridique. Donc évidemment, là, ça a été difficile d'apprécier le versement qui a été effectué à l'ascendant. Oui, peut-être bon, une dernière question de Facebook Live. Hein. Quel est le montant maximal pour la case 6GU? 6GU. Alors la 6GU, c'est laquelle? Ouais, oui, c'est vrai qu'on revient à notre Quel formulaire. formulaire, si cette personne veut bien nous Je pense que répondre? c'est le général. Si j'ai eu autre pension alimentaire versée, est-ce que, oui, voilà, ça rejoint vraiment la même question. Est-ce que, d'un point de vue, comme tu l'as souligné, hein, Haïfa, c'est d'un point de vue vraiment subjectif, c'est vrai, mais On n'a si pas de on peut se minimum. mettre une barre comme ça psychologique hein, pour éviter. Absolument pas. On peut avoir des cas où, moi j'avais un cas où on avait 20 000 € qui avaient été admis en déduction. Mais cette personne-là, elle payait la maison de retraite de sa mère. Donc c'est vraiment au cas par cas. Je ne peux pas vous dire. Je sais qu'il y a des personnes qui déclarent tous les ans 5 000 €, elles n'ont eu aucun problème. Après, ces personnes-là, elles avaient des revenus conséquents. Je pense vraiment faut être en phase, quoi. Mais c'est vraiment, malheureusement, je ne peux pas vous donner de seuil pour chaque personne. Oui. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup hein, Merci à vous. pour l'exposé, d'avoir pris le temps en fait, de nous expliquer tous ces détails-là. Hein. Personnellement, ça a été vraiment très pratique. J'espère que Je vais prendre vous beaucoup a été. de conseils. Alors peut-être plusieurs participants nous demandent quel est le moyen aussi de te contacter, hein, notamment par rapport à cette case hein, 8UU, etc. Est-ce que tu préfères plutôt par mail, par Facebook? Quel est le moyen de communication que tu préfères? Je préfère un envoi par mail, c'est plus D'accord. simple que sur Facebook. D'accord. Juste... Dans ce cas-là, si tu le permets, on peut peut-être partager hein, ton adresse email avec les participants. Parfait. Très bien. Et puis ils t'enverront leurs questions ou peut-être leurs craintes. Et puis Très bien. merci de nouveau, hein, Haïfa. Merci Nabil hein, d'avoir aussi animé ce webinaire. J'espère que ça a permis à tout le monde de mieux comprendre les aspects et les détails, et puis quelques peut-être parfois quelques moments de doute hein, qu'on a face à cette déclaration de revenus. Nous vous donnons rendez-vous hein, pour de prochains webinaires à la TUJ. Hein, restez toujours informés de nos actualités, de nos prochains webinaires à travers la page Facebook. Et puis sur ce, je vous souhaite aussi Aïd Mabrouk en avance, Aïd Mabrouk Msabak, et puis Chéri Taïba aussi à tout le monde. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Voilà. Au revoir.